Les personnels soignants continuent d'alerter sur le manque de masques de protection et les trafics clandestins se multiplient. Au moins 3 pharmacies ont été épinglées par la police. Avec l'épidémie de coronavirus qui frappe notre pays depuis maintenant quelques semaines, on n'a jamais autant couru pour acheter des masques dans notre pays. Pour nous, les masques, c'était une étrangeté réservée aux pays asiatiques, une lubie, un chouïa paranoïaque, et nous nous contentions d'observer ça d'un œil amusé. Mais voilà que c'est nous qui sommes confrontés à une pénurie des masques médicaux, contraints de regarder des tutos YouTube sur comment fabriquer nos propres masques, ou d'en faire appel à des pharmaciens devenus de véritables dealers. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. T'as une ordonnance? Non mais là je m'étouffe là. Vas-y, pars-toi, t'as pas d'ordonnance, ouais. Mais si on va s'intéresser à ces masques médicaux aujourd'hui, ce n'est pas dans le contexte précis de la lutte contre le coronavirus. Nous allons plutôt nous intéresser à une utilisation qui en a été faite récemment, dans un contexte détourné. Il y a encore à peine quelques mois, avant qu'on se retrouve tous coincés en quarantaine, le monde entier était secoué par des mouvements populaires. Comme ici à Hong Kong où on voit des jeunes gens le visage recouvert par des masques médicaux. Pour vous rappeler rapidement les faits, en avril 2019, le gouvernement hongkongais dépose un projet de loi permettant l'extradition de sa population vers la Chine, prétextant pour cela un fait divers. Les Hongkongais vont ensuite se rebeller pendant plusieurs mois, malgré la répression loin d'être douce. Je vous apprends rien, la situation à Hong Kong a été suivie dans le monde entier, d'autant plus que des images de populations se rebellant contre les autorités de leur pays, on en a vu émerger un peu partout dans le monde, en Amérique latine, au Liban, et même ici en France avec le fameux mouvement des Gilets jaunes. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et dans tous ces mouvements, une constante qui m'intéresse, le retour des masques. Certes, des masques médicaux comme on en a déjà vu, mais pas seulement. Des masques de la Casa de Papel, des masques noirs, toutes sortes de masques, utilisés dans un but absolument évident, effacer l'individu derrière un symbole tout en protégeant son identité. Et ça va soulever une question qui m'a toujours intrigué. Comment se fait-il qu'on reconnaisse les individus à partir de leur visage? Je sais pas si vous imaginez un petit peu, on est quand même 7 milliards d'êtres humains, et le visage, il a une définition absolument simplissime. Il s'agit simplement de la partie antérieure de la tête d'un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles et la partie supérieure du menton. Donc tout ce qui se trouve entre cette zone, on considère que c'est le visage. Et pourtant, avec si peu d'éléments, vous êtes capable de distinguer entre un nombre incalculable de personnes sur les réseaux sociaux, et potentiellement de distinguer entre 7 milliards de personnes. À part pour les Asiatiques. Ta gueule! Et cela va constituer la première question que nous allons nous poser aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il y ait une si grande variété de visages et à quoi ça sert? Un premier constat qu'on peut dresser, c'est que la variété des visages existants n'est pas une simple perception subjective aux humains. Ce qui me permet d'affirmer cela, c'est tout simplement qu'on est capable aujourd'hui de créer des algorithmes de reconnaissance faciale. Ils sont utilisés aujourd'hui à des fins tout à fait variées. Ça peut aller de tout simplement déverrouiller votre smartphone, à faire des grimaces de chien sur Snapchat, ou encore à contrôler les populations au moyen de caméras de surveillance placées dans les rues. Et il n'est pas très compliqué, en faisant 5 minutes de recherche sur internet, de trouver des explications sur comment fonctionnent ces algorithmes. Sans trop s'étaler sur le sujet, je vous montre par exemple cet algorithme-là, qui va appliquer des niveaux de gris sur le visage pour en déterminer ensuite la taille et je suppose aussi les aspérités. En cherchant à peine un petit peu plus, vous trouvez même le code de l'algorithme en question. Donc ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est qu'il existe une grande variété de visages et que ceci n'est pas simplement propre à la subjectivité humaine, c'est un fait objectif. Et vous vous doutez bien que je suis pas le seul à m'être posé la question sur ce phénomène. Cela a au moins intéressé les chercheurs ayant publié cet article dans la revue Nature en 2014. Et ce qu'ils ont constaté est que la variabilité du génome qui gère nos traits faciaux est bien plus grande que celle s'occupant du reste de notre corps. Par ailleurs, nous avons des différences morphologiques de visage qui sont bien plus importantes que chez les animaux. Ils ont conclu que cela nous donnerait un avantage évolutif, au moins en vue de se faire reconnaître de nos semblables et de distinguer les individus faisant partie de notre groupe ou non. Il y aurait donc bien une base liée à l'évolution de l'être humain, pour laquelle nous serions capables de reconnaître les visages les uns des autres. D'ailleurs, les personnes n'étant pas capables de distinguer les visages sont considérées comme étant atteintes d'une maladie appelée la prosopagnosie. Ouais, c'est pas faux. Avec cette fonction d'identification, le visage a pris une place particulièrement importante pour nous. Il n'est donc pas particulièrement étonnant que celui-ci soit pourvu d'autres fonctions.
Une autre fonction qui vous semble évidente et que vous utilisez sans même vous poser la question, c'est celle d'ornement sexuel. En effet, comme le montre cet article publié dans la Royal Society Publishing en 2016, 2 facteurs du visage jouent sur l'attirance des individus. D'une part la symétrie, qui serait le signe d'un bon développement in utero, c'est-à-dire sans maladie, et ensuite ce qu'ils appellent la stratégie du codage efficace. Pour faire simple, moins vous avez besoin d'utiliser de neurones pour identifier un visage, plus il sera jugé attirant. Dans le cadre de l'étude en question, on demandait aux hommes de juger l'attractivité des visages des femmes, et ces derniers avaient tendance à préférer les visages arrondis et aux traits fins. Enfin, une dernière fonction du visage est qu'il permet de décrypter les émotions. Il existe d'ailleurs toute une science du langage corporel, mais à l'inverse des 2 autres fonctions qui semblent à peu près reposer sur des lois universelles, le décryptage des émotions sur le visage peut différer d'un individu à un autre, comme le montre cette étude de l'INSERM publiée en 2018. D'ailleurs, un petit truc marrant sur la subjectivité des émotions liées au visage, je vous conseille de vous intéresser à l'effet coule-échauffe. Pour faire simple, on prend un visage qui en réalité est tout à fait neutre, et en fonction des scènes qu'on va diffuser en alternance avec les images du visage, vous allez interpréter les émotions différemment. En conclusion de la première partie de cette vidéo, voilà les éléments que nous pouvons retenir. Tout d'abord, c'est qu'il existe bel et bien une grande variété de visages chez l'homme, plus grande que celle des autres espèces. Ensuite, ce visage a au moins 3 fonctions. Une fonction de distinction des individus appartenant au groupe, une fonction d'ornement sexuel, et enfin une fonction de transmission des émotions. Même en ayant dit ça, je trouve qu'on n'a abordé que la surface de cet énorme iceberg qu'est la question du visage. En effet, il y a un phénomène particulièrement marqué dans les sociétés modernes et individualistes, c'est que, en plus de la fonction de différenciation, le visage a une fonction d'identité. C'est d'ailleurs tout l'objet du travail de l'anthropologue David Le Breton. Le visage n'est pas un lieu comme les autres dans les géographies du corps, il incarne pour l'individu le sentiment d'identité. Et cette assimilation du visage à l'identité, c'est tout l'objet du livre de Kobo Abe, publié en 1964, La face d'un autre. Ce livre est rédigé comme un témoignage divisé en 3 carnets, un carnet noir, un carnet gris et un carnet blanc, qu'un chimiste au visage défiguré laisse à sa femme pour lui raconter son étrange histoire. En effet, après avoir été défiguré au cours d'une expérience, le personnage principal se trouve confronté au regard des autres et, surtout, au silence dans lequel se mure sa femme. En tout cas, c'est ce que lui affirme dans ses carnets. Afin de mettre fin à la torture que représente le regard des autres et le silence de sa femme, il va décider de se confectionner un masque et de changer littéralement de visage, en prenant, d'où le titre, la face d'un autre. Une fois cette nouvelle apparence revêtue, il va laisser émerger de nouveaux traits de caractère, se définissant lui-même désormais comme un pervers et tenter, ultime transgression, de séduire sa propre femme sous ces nouveaux traits. Alors, ça sent bon la santé mentale ou pas ? Non. C'est donc une œuvre extrêmement dérangeante tournée autour de la question de l'identité. Et elle a le mérite de poser la question qui va nous intéresser dans la deuxième partie de cette vidéo. Y a-t-il une confusion entre notre visage et notre identité ? Je voudrais même reformuler la question autrement. Sommes-nous réellement ce que les gens identifient à partir de notre visage? Alors une réponse un peu rapide pourrait dire non, il y a le cœur et l'âme, blabla, tout ça, mais je vais quand même tenter de développer un peu plus l'analyse. Et la manière de procéder qui me semble la plus simple, ce sera de s'intéresser aux différents éléments qui constituent une personnalité. Pour cela, je vous propose de faire un tour du côté de la psychanalyse et en particulier du travail de Carl Gustav Jung, l'initiateur de toute une branche de la psychanalyse qui s'est séparée de celle de Freud dès lors que Jung s'est mis à douter que la sexualité fut l'unique cause du comportement humain et de la formation de sa personnalité. N'importe quoi. Alors vous vous doutez bien que pour avoir initié tout un courant de pensée, le travail de Jung est riche et complexe. Nous allons donc nous intéresser ici à un processus en particulier, le processus d'individuation et les notions de persona et d'ombre. Pour vous expliquer simplement ces notions, la persona, ça vient du grec prosopon, qui signifie masque. C'est en résumé la partie consciente de l'individu, littéralement le masque social que l'on porte, qui est indispensable à notre survie en société. Et surtout, c'est ce à quoi le groupe social au sein duquel nous évoluons va nous identifier.
notre travail, notre rang social, notre genre, etc. À l'opposé, l'ombre contient les exigences et les désirs qui demeurent hors de notre conscience. Elle contient les désirs réprimés parce que nous considérons ça comme négatif ou parce que c'est dévalorisé par notre environnement social, ou encore tout ce qui n'a pas été choisi comme possibilité de tempérament, tout simplement parce que notre environnement ne nous a peut-être pas laissé exprimer certains traits de caractère. Un individu introverti et réflexif dans sa persona, donc dans le visage qu'il montre aux autres, sera sans doute extraverti et sentimental dans sa partie ombre. Et le processus d'individuation, c'est quoi dans tout ça? C'est résumé par une phrase de Ludwig Binswanger, disciple de Jung: chercher en l'homme ce qui est stable, ferme, vrai, indivisible. Entrevoir la présence d'un centre intime, l'exaltation de l'unité. En somme, trouver un équilibre entre la face qu'on montre aux autres et notre réalité intérieure et notre vie intime. Donc il n'y a pas forcément une corrélation absolue entre le visage qu'on montre aux autres et notre réalité intérieure. Et aboutir à la formation d'une personnalité mature, c'est être capable de réunir ces deux éléments. D'ailleurs, le moment où on est censé faire ça, je pense que vous l'avez tous à l'esprit, c'est l'adolescence. Et il y a un film que j'aime beaucoup, qui illustre à merveille ce processus, réalisé par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le dieu vivant du cinéma japonais, Hayao Miyazaki. Le film s'appelant Le Voyage de Chihiro. Alors le Voyage de Chihiro, de quoi ça parle? C'est une histoire absolument horrible de #pas dans la rue. Non, laisse-moi. Ouvre la bouche et avale ça, vite. Bon, je déconne. En réalité, Chihiro, c'est l'histoire d'une jeune fille qui change de ville avec ses parents, qui devra en conséquence intégrer une nouvelle école, comme cela nous est expliqué dans la scène d'introduction. Mais alors qu'ils se rendent à leur nouvelle maison, la petite famille se retrouve à l'entrée d'un lieu étrange et fantastique, où l'on rentre par un tunnel. Chihiro va donc se retrouver coincée dans ce monde, contrainte de traverser un certain nombre d'épreuves pour redonner à ses parents une apparence normale, et au bout d'un long périple pouvoir reprendre sa vie normale. Alors je précise d'emblée que les interprétations que je vais vous donner du Voyage de Chihiro sont strictement personnelles. Je ne suis pas allé consulter l'opinion du réalisateur, ni d'autres critiques sur internet, tout simplement parce que je n'ai pas envie de polluer ma vision que j'ai du film. Mais de toute façon, vous êtes juge et libre de vous faire votre propre opinion. Alors, je vous ai déjà donné ce qui me semblait être une première clé de l'analyse, c'est que dès la scène d'introduction, on nous dit que Chihiro va se retrouver dans une nouvelle école avec des nouveaux camarades. Et toute l'histoire qu'on va nous montrer ensuite, c'est une métaphore de ce qu'elle va devoir traverser pour réussir à construire son identité au sein de ce nouvel environnement. Et je crois que le film résume le processus d'une transition adolescente et d'une construction de la personnalité réussie en environ 3 temps. La première étape, c'est celle de la crise identitaire. Déjà parce que Chihiro ne reconnaît plus ses parents, mais en plus elle ne reconnaît même plus qui elle est, au point qu'elle commence à disparaître. Ce monde va d'ailleurs aller jusqu'à tenter de lui voler son nom. La deuxième étape, c'est celle de l'acceptation de ce nouveau monde, ce qui se traduit de 2 façons. D'une part, Chihiro va l'intégrer comme une part de son identité, ce qui est symbolisé par le fait qu'elle doit manger une part du monde pour ne pas disparaître. Ensuite, en forçant ce nouvel endroit à l'accepter. C'est ce qu'elle fera en se confrontant à la sorcière Yubaba pour que cette dernière consente à lui donner du travail. La troisième et dernière étape, c'est ce qui représente à mes yeux l'achèvement du processus d'individuation, une forme de transcendance. Chihiro renoue avec qui elle est réellement, en se rappelant son nom et en redonnant forme humaine à ses parents. Elle a réussi son processus de construction identitaire. Ce qui est génial en plus avec ce film, c'est que Miyazaki étant ce qu'il est, Le dieu vivant du cinéma japonais, Hayao Miyazaki. il prend soin de nous illustrer le cas d'une transition qui a échoué. Et c'est tout le rôle d'un personnage fondamental dans le voyage de Chihiro, le sans-visage. D'ailleurs là, si vous n'avez pas remarqué l'analogie avec la théorie de Jung sur le masque et l'ombre, je crois que je peux rien faire de plus pour vous. La première fois que l'on voit le personnage du sans-visage, c'est quand Chihiro doit rejoindre les bains publics, qui symbolisent tout bêtement la société et l'âge adulte, ou le collège, ou tout ce que vous voulez, toute organisation sociale contraignante. Tout le monde se dirige naturellement vers le bain, sauf le sans-visage qui va dans le sens inverse. Il est littéralement coincé en dehors des bains, donc en dehors du groupe, de la société, de tout ce que vous voulez.
Chihiro va donc le laisser rentrer, et là on va avoir tout le loisir d'observer toute l'étendue du malaise identitaire du personnage. Incapable de trouver une place par sa propre personnalité, par sa propre identité, il va systématiquement acheter l'attention et se remplir avec de la nourriture. D'ailleurs, cette tendance à se remplir est régulièrement un signe de carence affective. Non, je suis seul, si seul. Le sans-visage, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de concilier ce qu'il est avec les contraintes sociales. Peut-être même qu'il ne sait pas qui il est réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ressent un profond mal-être. Un mal-être aggravé par un cadre social dans lequel il n'arrive pas à s'intégrer. Voilà, donc ça c'était pour le voyage de Chihiro. Celui-ci nous illustre d'une part Chihiro qui réussit sa transition identitaire, et de l'autre côté, le sans-visage qui est échoué sur le pont. Un autre film qui illustre assez bien cette différence entre le masque social et l'identité réelle, c'est tout bêtement le film The Mask. Dans ce film, le masque est littéralement une arme qui permet d'affronter le monde réel. Cependant, quand les péripéties du film sont finies, que le masque n'est plus nécessaire, le protagoniste principal va le jeter, sous l'effet d'ailleurs d'un personnage féminin. Donc les deux films que je viens de vous citer, Le Voyage de Chihiro et le film The Mask avec Jim Carrey, sont deux excellentes illustrations de la distinction entre le masque, ou la persona, et l'ombre, une réalité plus intime. Alors qu'en est-il maintenant de la face d'un autre de Kobo Abe ? Eh bien je pense que c'est une œuvre un petit peu plus complexe que ce qui en a l'air au départ. En réalité, le visage qu'a perdu le personnage principal pourrait très bien être vu comme sa persona, son masque réel. Sauf que dans Kobo Abe, on est dans une œuvre beaucoup plus sombre que Chihiro et The Mask. La conséquence de ça, c'est que dans la face d'un autre, la part d'ombre du personnage se retrouve en réalité être très néfaste. Il va prétendre qu'en changeant de visage, il change de personnalité. Mais en réalité, ce nouveau visage ne lui laisse que exprimer une perversion intérieure qui était peut-être déjà là. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette vidéo au bout du compte ? D'une part, c'est qu'il ne faut pas se laisser écraser par notre masque social. Trouver un équilibre entre sa vie intime et l'image qu'on donne à l'extérieur, puisque la vie en collectivité est inévitable, c'est un processus indispensable pour devenir une personne pleine et à part entière. Pour autant, l'œuvre de Kobo Abe pose une énigme supplémentaire. Comment devrions-nous réagir en découvrant que notre part d'ombre s'avère être en réalité une forme de perversion ou quelque chose d'absolument négatif et horrible? Eh bien, à mon sens, c'est un peu l'erreur du personnage principal dans le livre. C'est que celui-ci néglige tous ses aspects positifs pour s'identifier uniquement à cette partie sombre. Et je crois qu'on peut aussi dire qu'il y a une forme de choix effectué à un moment. On a tous une partie négative, autant essayer de cultiver ce qu'il y a de bon en nous. Et après un long processus de réflexion, et après avoir remis en cause tout ce que j'étais, je crois aujourd'hui que la manière d'y parvenir, elle est évidente. C'est de partager cette vidéo, nom d'un cul!